Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Ce soir, nous parlons de l'eau. Nous sommes avec Patrick Gob, chef d'entreprise dans le milieu du handicap, président du club de réflexion Moon-Gosier et auteur de la pétition sur l'eau qui, en 2024, a été enregistrée sur le site de l'Assemblée nationale du Sénat. Vous étiez en train de nous expliquer tout ça. Alors, je précise que pour l'instant, nous sommes en direct télé, bien évidemment. Vous aurez, pour les gens qui ont l'habitude de nous regarder sur les réseaux sociaux, le lien va être diffusé plus tard, puisque nous sommes en Coupe de France. Donc, il y a le 6e tour AS Gosier, AS Dynamo, qui est actuellement en live sur le Facebook. Et vous retrouverez votre programme Entre Proms en publication par la suite. Rebonsoir pour ceux qui nous rejoignent. Rebonsoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment l'eau a été installée en Guadeloupe, puisque je le rappelle, pour les Guadeloupéens qui ne savent pas, on a déjà eu l'occasion d'en parler. Dès le départ, il y avait des problèmes de pause au moment où l'eau est devenue publique en Guadeloupe, où il a fallu faire les installations de l'eau. On n'avait déjà pas les mêmes tuyaux qu'en Martinique, par exemple. Voilà. Bon, avant de répondre, je voudrais soutenir l'AS Gosier. Bien sûr, parce que vous êtes du Gosier. D'accord. Bon, très bien. Oui, il faut qu'on soit clair. Depuis, il y a eu un premier rapport de la DDE, qui est quand même un organisme d'État, qui date de 1997. Ce rapport parlait déjà de 50% de fuite d'eau. D'accord ? Et parlait de toutes les problématiques inhérentes à ces fuites d'eau. Et je rappelle que l'État était en maîtrise d'ouvrage. C'est l'État qui décidait. C'est l'État qui décidait à ce moment-là. Ensuite, nous avons eu le transfert de compétences. Mais la problématique, il faut quand même le rappeler, vous vous souvenez de la grosse structure qui était chez nous à un certain moment et qui est partie. Avec, la Générale des Eaux. La Générale des Eaux, pour ne pas dire... vous pouvez dire le nom, ils sont dans tous les rapports. D'ailleurs, j'invite les Guadeloupéens à aller lire, c'est très intéressant. Il y a quelque chose, j'appellerais ça de l'entourloupe. Si vous permettez quelques secondes pour m'expliquer. La Générale des Eaux a fait les pauses des fameux tuyaux de distribution d'eau, c'est-à-dire qui sortent de la citerne pour aller directement chez l'habitant, dans nos immeubles, chez nous, quand on est en individuel, etc. Cette particularité de ces canalisations, c'est que ces canalisations étaient en polyéthylène haute densité. Et selon les calculs scientifiques, ce matériau était censé durer 25 ans. Et quand la Générale des Eaux, Veolia entre autres, s'est rendu compte qu'il y avait énormément de problèmes, après analyse, ils se rendent compte que ces canalisations sous nos latitudes, à cause de la température, à cause de la haute teneur aussi en chlore, c'est important, ces canalisations qui doivent durer 25 ans ne durent que 5 ans. Panique à bord. Je rappelle, en Guadeloupe, il y a plus de 3200 km de canalisation. 3200 km de canalisation. Donc, cette entreprise a vite fait le calcul. Si je fais les travaux, je suis mort. Et on a construit un narratif, une histoire qui a donné le résultat, le départ de cette structure, avec comme élément important, ne pas avoir le droit de porter plainte. Oui. Alors ça, par contre, je pense que c'est peut-être un sujet politiquement sur lequel il faudrait demander aux Guadeloupéens si c'est normal que leur politique signe ce genre de choses avec les entreprises qui sont responsables du fait qu'il n'y ait pas de distribution correcte sur leur territoire, sachant que la Générale des Eaux, je vous invite vraiment à regarder la commission, avait augmenté le prix de l'eau pour les Guadeloupéens en leur disant « on va vous changer les tuyaux ». Exactement. Et la problématique de la facturation vient de là aussi. C'est la volonté de créer, on a parlé de bug informatique, la volonté de créer un problème pour pouvoir s'en aller. Mais là, je vous dis, c'est de l'enfumage, c'est de l'entourloupe tout simplement. Et vous avez raison de vous adresser aux Guadeloupéens en disant, voilà, il n'est pas anormal que vous puissiez réagir devant une telle action au détriment de l'intérêt général, puisque la formule habituelle, comme dit bien le LKP, l'eau paye l'eau. Donc l'argent a été à un moment là, et l'argent a été pas là à un moment. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette situation. Il n'y a pas d'eau, les tuyaux sont pourris, et il faut payer.
Donc, et ils devaient déjà les changer. C'est pour ça qu'ils sont partis en cours. On ne peut pas le faire. Donc, avec ce transfert de compétences, les collectivités se retrouvent avec le bébé sur le bras, quoi. Et qu'est-ce qu'on fait? Et vous connaissez bien, je n'invente rien. Il suffit d'aller regarder les rapports de la Chambre régionale des comptes sur la gestion des communes. Nos 32 communes, il est prouvé qu'à peu près 27 communes sont en difficulté financière. Oui. Comment voulez-vous que nos collectivités puissent supporter une telle charge? Et je reviens à l'essentiel, encore une fois. 2 milliards d'euros, c'est ne faire injure à personne. Nous ne sommes pas calibrés. Nous n'avons pas la puissance financière nominale pour un tel investissement. Donc, il revient à l'État qui a été partie prenante, à cette dynamique. Avec nous, il revient à l'État d'assumer cette responsabilité. Je parlais d'établissements publics d'aménagement, quitte à transférer après la compétence aux collectivités avec un certain nombre de rigueurs. Et c'est raison pour laquelle je cherchais la formule. La responsabilité première et ultime de la gestion de l'eau revient à l'État. Oui, ça c'est dans la loi, puisque l'eau est le premier aliment contrôlé en France. Exact. Normalement. Donc, sur cette base-là, dès le départ, nos collectivités sont handicapées. Je ne jette la pierre sur personne. Il y a des élus qui ont fauté. Et il est normal que la loi puisse passer par là. Mais une fois qu'on a dit ça, on va à l'essentiel. Comment on fait pour retrouver une situation d'un pays dit normal? La Guadeloupe ressemble à un pays du quart-monde aujourd'hui. Même pas, puisque la France envoie beaucoup d'argent, donc ils ont plus d'eau que nous. Alors, il paraîtrait que Marine Le Pen aurait dit, mais ça je ne le confirme pas, mais ça circule, où l'État a envoyé plus de 200 millions d'euros pour l'eau à Gaza. Alors, on ne fait pas de comparatif. Effectivement, c'est vrai, et elle avait d'ailleurs aussi proposé que l'État prenne en charge les travaux et qu'après... Voilà. Comme je le dis, un établissement d'aménagement... Est-ce que c'est une bonne idée de laisser ce genre de propos à un parti qu'on ne veut pas voir arriver au pouvoir? Je ne ferai pas de commentaire. Voilà. J'analyse une situation en disant la chose suivante. Il n'est pas anormal qu'aujourd'hui, vu la situation sanitaire, vu la situation de santé publique, vu la situation même psychologique de notre population par rapport à cette problématique de l'eau, à mon sens, il n'est pas anormal que l'État prenne sa responsabilité et assume. L'ONU le lui a demandé, la Cour européenne le lui a déjà demandé, même si elle a dit qu'elle n'est pas compétente de par le fait que nous ne sommes pas dans la charte européenne des droits sociaux. Non, il faut sortir de cette situation. Alors, vous voyez, l'ancien préfet qui est parti, le soir de son départ, il est sur un média, c'est lui-même qui dit il faut 2 milliards sur la table. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant? Pourquoi ne pas avoir tenu ce discours-là auparavant? Donc, on est dans un jeu de chat et de la souris, mais à un moment donné, ça nous pose de vrais soucis et il n'est pas anormal de porter le fer pour que l'État, sans mettre en cause l'État, mais simplement, nous ne sommes pas en capacité financièrement d'assumer une telle charge de par le fait que le chantier est titanesque. Il me semble qu'à partir de là, l'État joue son rôle. Pardonnez-moi. Pour les Jeux Olympiques. Ils ont fait dépolluer la Seine qui a coûté 1 milliard et demi. Pour dépolluer la Seine pour 15 jours. Hein, oui. Puisque maintenant, les Jeux, c'était... Bon, j'entends bien la difficulté actuelle, on ne peut pas voter de budget, j'entends tout cela. Mais il y a eu, depuis François Hollande, des manifestations par rapport absolument. À pour l'eau. Donc, il a, pour moi... Il faut ce sursaut de l'État et de nous-mêmes d'ailleurs, parce qu'on parle beaucoup de la résilience des Guadeloupéens. Je dis souvent, ça dépend aussi de nous, puisque vous ne vous rendez pas compte, la situation est devenue tellement perverse. Écoutez bien ce que je veux vous dire, puisque moi-même je le vis. On ne se plaint plus parce qu'il n'y a pas d'eau. On se plaint parce qu'on ne nous dit pas quand est-ce qu'il y a des coupures d'eau. Oui, voyez un peu l'évolution. On n'est plus fâché parce qu'il n'y a pas d'eau, ça va de soi. C'est intégré dans la population. On a intégré, je dirais, ce dysfonctionnement. Et je dis, attention, on va à notre perte à ce rythme-là. Alors bientôt, on va dire merci qu'on aura une fois par mois de l'eau. Alors, on va dire merci qu'on aura tous les 6 mois de l'eau. Alors non, il faut réagir. Et il faut se donner les moyens pour que l'État soit notre partenaire, puisqu'on ne peut pas aller à l'encontre, ce n'est pas le but. Soit notre partenaire, mais dans une telle situation, au risque de me répéter, nous n'avons pas la capacité financière nominale
pour un tel investissement. Si l'État ne reprend pas l'eau, parce qu'on voit qu'aucun président n'a l'air de s'intéresser à ce sujet, hein, avec tous les présidents qui sont passés, est-ce qu'il y a une solution ? Je ne vais pas raisonner de cette manière-là, si vous permettez. Alors allez-y, expliquez-nous. Il faut que l'État s'investisse, puisque grâce à l'État, on a accès à des fonds européens encore plus importants. Et il me semble, en prenant cette responsabilité, on va sortir de ce qu'on appelle le copinage local, puisque c'est l'État qui sera maître d'œuvre là-dessus. Il y aura un effort financier majeur et rapide. C'est surtout ça qui m'importe. C'est la mobilisation des fonds et l'ingénierie qui vient derrière, c'est-à-dire les compétences nécessaires pour mettre à profit ce financement et les travaux qui viennent derrière. Donc, aujourd'hui, à mon grand regret, ce n'est que l'État qui est en mesure de donner, je dirais, ce coup de pouce violent, immédiat, important pour sortir d'une telle situation. Parce que croyez bien, l'avenir, l'éternité passera peut-être plus vite, mais attendre 200 ans pour avoir de l'eau potable... Ça va être un petit peu compliqué pour nous tous. Ce n'est pas sérieux. Alors, il nous reste un petit peu plus, plus d'une dizaine de minutes. Je voudrais qu'on revienne sur la pétition. Je rappelle que vous avez déposé à l'Assemblée. Donc, comment ça se passe maintenant? Puisqu'on a vu que le gouvernement, tout a tourné. Oui. Comment ça va se passer? Alors, il est vrai qu'on n'est pas dans ce que j'appellerais dans une opportunité favorable, puisque il n'y a pas de gouvernement, ou il y a un gouvernement, des ministres qui sont là sans être là. Et on rappelle que le Premier ministre est l'ancien ministre des Outre-mer. D'ailleurs, c'est moi-même qui, lorsqu'il est arrivé en Guadeloupe, c'est moi-même non seulement l'ancien ministre de l'Outre-mer, c'est lui qui avait proposé, si vous voulez l'autonomie, prenez-le. Hein, je crois qu'il l'avait dit avec une certaine... Les pays indépendants ont de l'eau. Hein. Bon. Voilà. Il l'avait dit avec un certain mépris, ce qui n'était pas tout à fait acceptable. Bon, bref, on n'a pas fini d'entendre. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement dans une forme d'incertitude. J'entendais encore ce matin le risque de la censure plane encore sur ce gouvernement. J'ai envie de vous dire, nous sommes la dernière personne avec qui le gouvernement voudrait parler. On n'intéresse personne, hein, puisqu'il y a des priorités. Il y a déjà le feu chez eux. Il y a déjà le feu. Et je crois savoir que le budget de l'Outre-mer va être encore amputé. On aura des problèmes par rapport au RSA, par rapport aux personnes âgées, par rapport aux pensions de retraite, etc. Donc l'avenir est particulièrement sombre pour nous autres dans les départements d'Outre-mer, parce que cet avenir l'est déjà pour la France hexagonale. Alors, notre cheminement, c'est de continuer à dire et continuer à penser que l'État doit remplir son rôle dans cette problématique de l'eau. Parce que je trouve, peut-être que je me trompe, mais j'énonce quand même cette hypothèse, accourir, oui, mais il faut identifier les responsables du SMG. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas tort. Il faut identifier, j'ai même entendu, on attaque au pénal, etc. Et après ? Alors que l'essentiel, c'est de savoir comment on fait pour l'eau. C'est comme si on était sur un paquebot qui coule et on m'appelle pour me dire le cuisinier a mal fait le repas. Mais c'est pas le moment. Il y a d'autres urgences que ça. Il faut sauver le bateau. Donc aujourd'hui, c'est ça. Il faut sauver le soldat guadeloupéen pour lui donner de l'eau. Et pour ça, il faut se mobiliser pour que l'État puisse prendre ses responsabilités. Et viendra le temps, bien entendu. Viendra le moment pour que ceux qui ont fauté puissent payer les actions malfaisantes menées à l'encontre de la population de la Guadeloupe. Alors, j'en profite pour rappeler que le problème de facturation s'est posé aussi. Alors, si je ne me trompe pas, il me semble que c'est à Bordeaux, soit à Lyon ou à Bordeaux, je vérifierai, on vérifiera, on vous passera les éléments, mais il me semble que c'est à Bordeaux. Et la Générale des Eaux a tout de suite réglé le problème. Hein. Oui. Donc ça veut dire que quand ça se passe sur le territoire hexagonal, ils trouvent absolument tout de suite une solution. Et or, ça n'a pas été réglé en Guadeloupe. J'irai même plus loin. Vous êtes allé à Bordeaux, je vais plus loin. À La Réunion. À La Réunion, une plainte a été déposée et la structure qui fournit l'eau a remboursé. Oui. À La Réunion. Donc on pourrait, je dirais, s'imprégner de cet exemple-là. À La Réunion, département d'outre-mer comme nous, la structure qui est chargée de la distribution de l'eau, de par ses insuffisances comme nous, et peut-être moins que nous, a remboursé tous les usagers de l'eau. Donc il y a, me semble-t-il, des actions pour qu'effectivement il y ait une vraie prise de conscience de cette situation dramatique. Alors, du coup, votre mouvement, le Club Réflexion Moungosier Citoyen, Moungosier, est-ce que c'est un mouvement citoyen ou est-ce que c'est un mouvement politique? Alors, je trouve qu'aujourd'hui, le terme politique est galvaudé.
Et j'ai presque envie de dire, nous sommes un mouvement citoyen qui veut porter des solutions citoyennes aux problèmes posés par les politiques. Vous voyez ? Donc, quand je dis citoyen, je veux embarquer la population. Aujourd'hui, il y a, et nous le vivons dans notre mouvement, puisque nous faisons des réunions, partout où nous passons, qu'est-ce qu'on entend ? Ouais, mais c'est des volets. Même moi, on me dit, ouais, ok, mais là, ok, nous que volets aussi. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? C'est simplement, on est dans le désespoir. Et pour nous, dans notre réflexion, on ne peut vaincre une telle situation qu'en embarquant la population. Et nous leur disons, venez avec nous, allons diriger ensemble, soyons dans une forme de cogestion. Et là, le discours passe mieux, l'entendement se fait autre, parce que, qu'est-ce qui se passe ? Trop souvent, je viens vous voir, votez pour moi, et vous me revoyez dans 6 ans. Hein. Entre les deux, vous ne me voyez pas, je suis indisponible, etc. Donc, il y a, bien entendu, de la part de la population, un sentiment de frustration. Ah ouais, mais Zoka vient vraiment qui pour voter, les autres, l'un voter bas autres, en pas les autres. Nous, on renverse la vapeur. On dit, allons ensemble, faisons ensemble. Et c'est pour ça que nous parlons de mouvement citoyen. On est dans une dynamique citoyenne, et de par les projets que nous avons, au-delà du bilan que nous avons, puisque nous sommes un des seuls, pour ne pas dire le seul à avoir un bilan. En 5 ans, nous avons mené maintes actions citoyennes. Et nous disons aujourd'hui, de par ce travail qui a été fait, allons ensemble prendre la direction des affaires, mais dans ce que j'appellerais un partenariat élus-électeurs à travers un certain nombre d'outils. Nous avons appelé ça chez nous un conseil citoyen communal, la C3, c'est pas une marque de voiture, mais la C3, un conseil communal citoyen qui matche en même temps que les élus en termes de représentativité, mais qui sont, je dirais, dans la dynamique avec les élus. Et c'est vrai, pour nous, le plan local d'urbanisme, je reviens à mon sujet de tout à l'heure, le plan local d'urbanisme est l'exercice fondamental pour cette action citoyenne, parce que la population sera partie prenante de cet outil de développement, et la population pourra porter des aménagements, puisque qui vit sur le territoire ? C'est la population. Donc autant porter des aménagements qui correspondent aux besoins de la population. Et c'est comme ça que nous créons une forme de partenariat, un attelage, un ticket, bref, un couple qui, à travers l'action municipale, sera comprise par tout le monde, puisque tout un chacun sera partie prenante de la décision communale. D'accord, alors bon, j'en profite pour citer aussi les Peugeot, pour rester dans les marques de voitures françaises, et pour aller une marque de voiture européenne. Il y a quoi qui vous vient en tête ? J'ai pas une grande idée. Bon, on va aller une Ford, allez hop, une marque américaine comme ça. Bon, il n'y a pas de jaloux. Chinoise, puisque... On va laisser les voitures chinoises. Déjà, on ne sait pas encore comment on va être mangé. Là, on va les laisser de côté pour l'instant. Du coup, moi, je voudrais savoir, parce que si j'ai bien compris tout à l'heure, vous m'avez parlé de liste. Donc là, vous allez vous présenter là pour les élections. Vous nous avez fait une déclaration, c'est ça ? Non, une chose est certaine. Nous serons présents aux élections municipales. Notre mouvement sera présent. Tout à fait normal. D'accord, mais vous ne vous présentez pas en tant que maire ? Je pars du principe qu'il faut respecter ce que j'appellerais la démocratie interne. Puisque j'ai parlé de citoyenneté, on ne peut pas s'autoproclamer. Une chose est certaine, notre mouvement a la prétention de présenter le meilleur d'entre nous. Bon, on connaît déjà ce genre de réponse. Vous verrez bientôt, vous allez l'entendre peut-être. Vous entendrez très certainement et très rapidement. Voilà, donc on entendra peut-être très certainement. Du coup, là, comment ça va se passer ? Est-ce que la pétition, elle est encore d'actualité, ou est-ce qu'il faut la redéposer si le gouvernement retombe ? Alors, en l'état actuel, pour le député qui est un ami au demeurant que j'ai pu avoir, normalement, on devrait reprendre la pétition avec le nombre de pétitionnaires. Je rappelle quand même, et pardonnez-moi, je ne l'ai pas fait, pour montrer notre bienveillance. Quand nous parlons de la Guadeloupe, nous avons aussi inclus la Martinique. Nous avons dit Guadeloupe-Martinique pour bien montrer que c'est un élan d'hommes. Donc, Guadeloupe-Martinique. Et d'ailleurs, pour vraiment aller plus loin, on rappelle qu'à Mayotte, ils ont le même problème d'eau. Absolument. Et la Réunion, bientôt, va arriver d'ici une dizaine d'années. Bon, comme Mayotte n'est pas sur le continent atlantique, oui, ça n'a pas été cité. Mais et vous avez tout à fait raison. Et c'est même plus grave à Mayotte. C'est vraiment beaucoup plus grave. Donc, l'idée, c'est de voir comment nous allons réactualiser la chose, puisque c'est d'actualité, encore de plus en plus prégnante, pour qu'effectivement,
il y ait cette prise de conscience que l'État puisse jouer son rôle d'investigateur pour pouvoir régler cette problématique de l'eau potable dans nos départements, Guadeloupe et Martinique. Donc là, j'attends encore, puisque vous savez bien que aussi sympathiques soient les députés, ils ont d'autres préoccupations actuellement. Et c'est à partir de là que nous saurons comment réactiver et remettre, je dirais, sur le tapis cette problématique. Mais je sais que d'autres actions sont menées, puisque même au niveau européen, il y a des initiatives qui sont prises. Et nous sommes en contact avec un certain nombre de responsables en Europe pour voir comment matcher tout ça et enfin faire en sorte que notre population, la population guadeloupéenne, ait de l'eau quotidiennement à son robinet. Alors, avant qu'on rende l'antenne, je voudrais qu'on prenne les 5 dernières minutes, là, la petite dizaine qui nous reste, pour parler de ce qui s'est passé à Saint-François. Moi, je vous pose la question juste pour avoir un avis, puisque vous travaillez aussi sur tout ce qui concerne l'eau. Vous avez vu que les pompiers n'ont pas pu éteindre, comme je disais tout à l'heure, le feu qui s'est propagé, qui a commencé au quai 17, et après qui s'est propagé. On a même des témoignages où un restaurateur nous a dit qu'il a vu les pompiers maîtriser le feu, et après, malheureusement, l'eau a coupé et ça s'est propagé et ça a été vraiment ça a atteint des restaurants qui sont carrément de l'autre côté. Est-ce que pour vous il faudrait une responsabilité, alors soit que les commerçants se retournent, je sais pas, vers la mairie, vers les élus, la région, le département, je ne sais pas, l'État peut-être, ou est-ce qu'il faudrait que les commerçants qui sont tout au bout et qui eux n'ont pas été victimes de l'incendie en elle-même, du déclenchement du départ du feu en elle-même, mais de la propagation parce qu'il y a eu le manque d'eau après, est-ce que ça, c'est des choses où il faut que les gens commencent à porter plainte pour régler ce genre de problème? Une chose est certaine par rapport à ce que vous êtes en train d'énoncer, c'est que les bouches d'incendie n'ont pas fonctionné, puisqu'apparemment il n'y avait pas d'eau. Donc c'est quand même un problème majeur. Les bouches d'incendie n'ont pas eu à fonctionner. Donc manifestement, les commerçants, tout au moins ceux qui ont été touchés, ont le devoir, je dirais même, de pouvoir se retourner à la fois contre la mairie, enfin les collectivités prenantes, dont le SMG. Et après, par exemple, la mairie pourrait se retourner contre le SMEAG ou contre l'État. Je ne dirais pas que l'État puisse déclarer zone de catastrophe naturelle, même si ça ressemble un peu à ça chez nous, mais il y a, à mon sens, des actions qui pourraient être menées pour pouvoir accompagner ces chefs d'entreprise, puisque là, on a une preuve flagrante d'une absence d'eau à disposition avec les conséquences que nous savons, puisque je reste persuadé, si les bouches d'incendie étaient bien alimentées, peut-être que le feu aurait été circonscrit à oui, là on parle bien évidemment à l'imparfait, à condition bien entendu. Dans le cas où tout fonctionne normalement le feu est censé être maîtrisé beaucoup plus rapidement que ça. Mais il est vrai, et vous avez raison, il faut que les commerçants puissent se retourner contre toutes les collectivités qui, de loin ou de près, ont affaire à cette situation. Et deuxième question, alors je précise que ce sont les mêmes questions à peu près que j'ai posées lorsque j'étais sur le lieu pour couvrir l'événement. Donc j'ai demandé au maire, j'ai demandé aux pompiers, à peu près les mêmes questions pour que les gens puissent bien comprendre ce qui se passe et ce qu'ils peuvent faire. Et donc la deuxième question que je voulais savoir, c'est est-ce que pour vous, maintenant qu'on sait qu'on a toutes ces problématiques de l'eau, qu'il faut 200 ans pour mettre des tuyaux, est-ce qu'il ne faudrait pas modifier les constructions? C'est-à-dire à partir de maintenant, dès qu'on construit quelque chose, on met des citernes ou on met des stocks d'eau, au moins pour les pompiers, pour qu'ils puissent avoir accès, et on trouve une manière de les remplir, pourquoi pas dessaler de l'eau de mer, enfin, sachant qu'en plus on a l'eau, parce qu'on produit plus d'eau, on a tout ce qu'il faut en termes de rivière, donc il me semble que c'est 300 fois plus d'eau que ce qu'on utilise, qu'on produit. Donc il y a la ressource en elle-même, elle est là, mais est-ce qu'au niveau des constructions, là, qu'on est en train de faire, on vient de construire un hôpital par exemple, est-ce qu'on a pensé qu'on a tout le temps des coupures d'eau, voire d'électricité sur le territoire, pour ne pas construire l'hôpital comme ça a été fait pendant toutes ces années. Ça, est-ce que vous avez un mot sur ça? Oui, avec un mot, j'ai presque envie de dire de nostalgie, puisque je me souviens quand nous étions adolescents, enfin quand j'étais adolescent, pas vous, je me souviens que toutes les constructions, bien entendu, la citerne était partie prenante d'une construction chez nous il y a une quarantaine d'années. Ça a été aboli et voilà le résultat. Il y a deux choses, et vous avez raison de le dire, et je le dis avec force.
La Guadeloupe est une des régions au monde, je n'ai pas dit en France ou en Europe, est une des régions au monde où la ressource d'eau est la plus élevée. Oui. Je prends un exemple. Il y a plus de 7000 mètres cubes par an et par habitant en Guadeloupe, alors que la moyenne mondiale, c'est 3000 mètres cubes. Donc on a le double. On serait même en capacité, comme certains vendent du pétrole, de vendre de l'eau ailleurs. De vendre de l'eau. Donc c'est pour vous montrer à quel point nous sommes dans cette situation. Là encore, vous avez raison, et ça fait partie de notre réflexion. Dans le plan local d'urbanisme, il faut trouver les aménagements nécessaires pour qu'on n'ait pas ces constructions qui se fassent, je dirais, en dépit du code de l'environnement et de la construction au demeurant. Je prends un exemple dans notre commune, Le Gosier. Il y a trop de maisons sur notre territoire, la Carle. Il y a plus de 6000 habitations qui n'ont pas, je dirais, tout à l'égout. Oui. C'est et pourtant, et je précise, et d'ailleurs, il faudrait peut-être... je pose le sujet sur la table qu'on paye quand même, mais qu'on n'a pas le service. Oui, bien entendu, il n'y a pas le service. Donc, l'assainissement non collectif, on le paye, mais le service n'y est pas. Encore une fois, je reviens à cette formule, il faut repenser le territoire. Il faut repenser le territoire. Et pour repenser le territoire, il faut avoir une vision du territoire. Il n'est plus possible. La vie d'aujourd'hui ne permet plus d'avoir, je dirais, des incompétents, je suis désolé de le dire, d'avoir des incompétents en situation de diriger, puisqu'ils mènent à la ruine la commune. Ah, ça, après, ce sont les Guadeloupéens qui ont voté bien entendu, pour eux. Mais il n'est pas anormal, puisque vous parlez de prévention, d'en parler avant. Oui. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise après, je ne savais pas, etc. Il faut, et là je suis, je dirais, sans concession là-dessus, il faut que l'action, que le vote se fasse d'une manière responsable et éveillée. Cela veut dire savoir ce qui se passe. Aujourd'hui, il n'est plus possible de donner des responsabilités à des gens qui ne sont pas en capacité de mener à bien l'intérêt de la population. Nous le vivons trop souvent. Parce que la situation mondiale, la situation dans la Caraïbe, fait que nous sommes obligés de pouvoir être compétitifs. Et pour cela, il faut se donner les moyens et il faut les bonnes personnes aux bonnes places pour défendre les intérêts de notre population. Eh bien, merci beaucoup pour votre présence. Ce soir, est-ce que vous voulez peut-être 30 secondes rajouter un mot pour la fin ? Vous féliciter de par les questions qui sont posées et qui, j'espère, ces questions m'ont permis de pouvoir éclairer davantage. Mais je le dis avec force, à chaque citoyen de la Guadeloupe, il faut prendre en main, il faut prendre à charge cette problématique de l'eau et demander que ce soit résolu au plus tôt. Eh bien, merci beaucoup, c'est gentil. Donc, je prends les félicitations pour moi. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Le vendredi prochain, n'oubliez pas que nous avons une nouvelle émission qui commence chaque premier vendredi du mois, qui s'appelle l'Atelier de l'Humain. Donc, alors, je ne sais plus, je crois que celle qui est passée, ça parlait de la santé mentale de nos jeunes étudiants. Très important en plus de parler de la santé mentale. Donc, je vous invite à regarder. Rendez-vous la semaine prochaine assidûment sur Canal 10 pour découvrir le deuxième thème qui sera décliné dans l'atelier de l'humain. Et nous, on se retrouve dans 15 jours et je pense qu'on va peut-être parler, alors je vais pas trop m'avancer parce que c'est tellement, ça bouge tellement rapidement, mais peut-être qu'on parlera du budget puisque là, c'est tombé. On va voir les réactions. Le CMNA commence déjà à dire qu'ils vont rejeter. Il faut savoir qu'il y a 2 votes qui ont été faits là, donc ça aura un nouvel ISF qui a été modifié. On va voir le retour, on va essayer de suivre un petit peu ce qui va se passer et la fameuse réforme des retraites. Donc comme ça nous laissera le temps de voir un petit peu ce qui va être fait au niveau du gouvernement et on pourra vous en parler dans une quinzaine de jours. Merci à tous de nous avoir suivis. Moi, je vous retrouve demain puisque c'est le week-end de la Toussaint, donc on va faire un tour pour vous parler un petit peu des cimetières et des traditions de la Toussaint sur notre territoire. Merci à tous de nous avoir suivis. Au revoir.